Bonjour à vous tous et bienvenue à Un café avec votre député Sébastien Lemire. Bonjour. Allô Sébastien. Bonjour, bonjour. Hey, je suis contente que tu sois là. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Je sais, on se tape un peu sur les doigts parce que, moi je trouve ça important, ce rendez-vous mensuel-là. Le mois passé, ça n'a pas été possible, donc on se reprend. Peut-être davantage que d'habitude, mais on est là au rendez-vous. Mais écoute, on t'a pas vu à la télé ici à Médiaté, mais on t'a vu sur la tribune. Par contre, tu as fait les manchettes un peu partout avec d'autres députés sur différents projets qu'on pourra parler. Mais aujourd'hui, on s'attaque à un menu, là, un menu qui est quand même assez vaste. Parle-moi donc du gala élite. Avant que tu aimé ça? J'ai aimé ça. En fait, c'est un beau privilège parce que Mathieu Proulx m'a donné un mandat spécial, notamment celui de faire venir un lauréat potentiel d'un prix, le prix Yvon Dufour, pour reconnaître l'engagement, la contribution d'une personne sur l'ensemble de sa carrière, dans le fond, pour le rayonnement d'Amos, ou pour son bénévolat, ou pour son engagement communautaire. Et ils ont choisi et nommé, élu Marc Lemay, donc l'ancien député du Bloc, qui est aussi un bon ami et qui m'ont interpellé pour dire « Peux-tu t'assurer qu'il soit là? » Puis idéalement, on aimerait ça y faire une surprise. Fait que j'aime bien dire que j'ai bien botché ça pour m'assurer que Marc ne s'en rende pas compte. Et il l'a jamais vu venir. Donc, c'était très palpable son émotion. J'ai mis ça sur ma page Facebook, là, Sébastien Lemire, député Abitibi-Témiscamingue du Bloc québécois. Et on voit là la surprise, même que Marc, pour l'anecdote, était en train d'écrire dans le cahier du participant qu'il laissait pour noter les gagnants de chaque catégorie. Il était en train de commencer à écrire le nom de la personne gagnante jusqu'à temps qu'il réalise que c'est lui-même. Donc, ça a été un moment très, très touchant. Marc a eu beaucoup d'honneur à l'international, mais dans celui-là, on sentait que ça le touchait d'autant plus, puis il l'a nommé, c'est sa ville natale, Amos. Ah oui, donc, faire référence à ses parents qui sont au ciel, au cimetière, comme il l'a nommé, c'était très, très touchant. D'avoir des honneurs sur la scène internationale, c'est une chose, mais de les avoir dans sa ville natale, c'est ça. Ironiquement, on dirait que c'est plus rare. C'est parce qu'on dit tout le temps, on n'est pas prophète dans notre pays, donc dans ta région, tu n'es pas prophète, jusqu'à temps qu'il ne se passe plus rien avec toi, puis là, tout à coup, ouf, tu deviens prophète. C'est plus son cas. Maintenant, il est reconnu. Puis bravo à la Chambre de commerce et d'industrie d'avoir organisé d'abord cette soirée-là qui a été un franc succès, une thématique western qui a plu aux gens. As-tu mis ton chapeau de cow-boy? Marc m'en a prêté un parce qu'effectivement, je n'avais pas mon chapeau de cow-boy. J'y remédierai avec les festivals cet été. Là où tu n'as pas le choix, là. Là, il n'y a plus le prétexte de la COVID ou quoi, fait qu'on va on va s'en trouver. Je vais m'en trouver un assurément, mais c'était festif, c'était vivant. Tu sais, juste la formule de si tu prends trop de temps, au lieu de te taper ses doigts ou mettre la musique trop forte, faut que tu prennes un shooter pour continuer à parler. Donc, il y avait cet humour-là dans le moment, des entreprises bien enracinées qui ont été honorées. On peut penser à la Mielerie Grand Ours avec tous les agrandissements qui ont été faits, mais aussi l'entreprise éco-responsable. Il y avait vraiment quelque chose de festif et on sent la dynamique qui s'est rajeunie beaucoup autour de la Chambre de commerce d'Amos. Ça, c'est particulièrement Marc qui me le témoignait parce que, un peu le sentiment qu'il ne connaissait plus personne. Fait que ça veut dire que la ville s'est redynamisée. C'est bon, ça évolue. Et c'est effectivement bon signe. Donc oui, une excellente soirée samedi dernier. Tu as passé une très belle soirée. Là, parlons d'un sujet, je pense qu'il te touche pas mal à cœur, le sujet des aînés. Tu as été en consultation des aînés dans plusieurs localités, entre autres Sainte-Germaine-Boulay, Amos, Ville-Marie, Baudry, puis Authier-Nord. En fait, il y a comme une... Tu vas nous expliquer ça, là, mais selon le communiqué de presse que j'avais eu, tu mènes avec détermination la bataille pour un traitement juste et équitable pour les aînés admissibles à la pension. Et ce que je lisais, c'est qu'il y a un projet de loi qui a été déposé qui prévoit une rehausse de 10 pour la pleine pension. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'est les personnes de 75 ans et plus qui ont accès à ça. Mais en bas de ça, ils ne l'avaient pas. Non, et cette injustice-là, qui est très discriminatoire, a de l'impact dans la vie des gens.
Si on n'est pas capable de pouvoir offrir cette dignité-là à ceux qui, évidemment, ont bâti le Québec, tous les enjeux de dignité que ça importe, rendu s'il y a des habitudes de vie qui ne se prennent pas, faute de moyens, entre 65 et 75 ans, bien évidemment, ça va avoir un impact après 75 ans et plus. C'est sûr. Surtout si tu te rends là. Bien, notamment. Donc, l'enjeu du revenu est important, très important. Puis donc, on a déposé par ma collègue Andréane Larouche, qui est la porte-parole des aînés, ce projet de loi-là pour faire un rattrapage. Tu sais, nous, on a voté contre les 3 derniers budgets au Bloc québécois depuis que je suis élu en 2019. Parce qu'il n'y avait pas 2 choses essentiellement. Des transferts en santé généreux parce que les besoins sont dans les provinces en santé. C'est là, tu sais, Ottawa a un budget de la santé quasiment plus gros que celui de Québec, mais il ne gère pas un hôpital. Les besoins des services de proximité, bien, ça se fait à Québec. Il y avait l'enjeu des transferts en santé. La demande était de 24 milliards et après ça, faire un rattrapage. Mais il y a à peine 5-6 milliards qui ont été transférés. Donc, ça, pour moi, il y a quelque chose de très, très choquant. Ça veut dire 1 milliard pour Québec au lieu de 6. Non? Fait que voyons ça comme on veut. Quand les hôpitaux débordent, quand on a de la misère à offrir des services d'urgence dans la région, des services d'obstétrique et autres, bien, ça a un impact terrible. Et j'aurais souhaité qu'on puisse avoir ces transferts en santé pour des services de proximité, notamment pour nos aînés, mais aussi la hausse de la sécurité, du revenu des personnes dès 65 ans. Et ça, notre demande en campagne électorale était de 110 $ par mois. Là, comme vous venez de le lire, on l'a ajusté parce que le contexte de la dernière année de la pandémie a fait gonfler absolument tout avec l'inflation, les loyers, évidemment, le panier d'épicerie, les taux d'intérêt. En plus. Et le carburant. Donc, c'est tous des enjeux qui touchent directement les aînés, mais qui n'ont pas la capacité de se faire un revenu d'appoint supplémentaire. Moi, c'est une situation qui me touche énormément. Je m'étais engagé en campagne électorale à faire un comité aviseur jeunes et aînés. Celui des aînés, on l'a mis sur pied. On a demandé à des gens d'un peu partout, par le courrier de circonscription, est-ce que ça vous intéresse d'y participer? J'ai sollicité quelques candidatures aussi, dont Anne Bouchard, que je salue, qui a participé à notre comité aviseur. On a ciblé 2 enjeux particuliers, celui des revenus, donc comme on vient de parler avec le projet de loi, mais aussi celui des services de proximité, particulièrement de santé, évidemment, puis aussi avec une pensée en milieu rural. On a réfléchi à ça dans nos différentes rencontres. On a fait de la littérature, essayé de voir qu'est-ce qui s'est dit dans différentes rencontres de colloques aînés. Je peux prendre, par exemple, le colloque qui a été organisé ici par Anne, qui a amené des résultats très, très prenants quand on pense à la situation d'un proche aidant d'un conjoint, c'est-à-dire qui doit aller en CHSLD, qu'est-ce qui arrive pour celui qui demeure? Est-ce qu'il y a toujours les moyens d'assurer tout le paiement des loyers, seul? La réponse est non, mais les compensations gouvernementales n'arrivent pas parce que le conjoint qui doit être placé en CHSLD, déjà, est-ce que son revenu suffit à payer ce que ça coûte d'être placé, entre gros guillemets. C'est beaucoup de questionnements qui sont là. Donc, la tournée, parce que je pense que c'est une étape qui est nécessaire, vise à aller chercher le pouls des différents milieux. Et le fait de ne pas le concentrer juste dans les grandes villes nous amène à voir justement ces différentes réalités-là. C'est quoi vivre dans les milieux ruraux? C'est quoi vivre dans les milieux urbains? On entend, puis c'est pas nouveau dans le débat public, que les aînés veulent demeurer à la maison le plus longtemps possible. Mais comment ça se rend possible quand on vit, comme là, je reviens, au moment qu'on enregistre, je reviens tout juste d'Autier-Nord, dans lequel on a parlé beaucoup du rôle du soutien des proches aidants. Et ça, c'est extrêmement touchant, tu sais. Puis d'un point de vue du système, bien, effectivement, le rôle des proches aidants, il est fondamental, mais ces gens-là ont besoin d'aide. Parfois, pas nécessairement souvent, mais parfois, et à ce moment-là, comment on peut venir en aide, comment on peut les supporter, comment on peut s'assurer qu'ils ne se mettent pas dans des situations de défaut de paiement parce qu'ils veulent être à temps plein pour pouvoir aider un parent proche, par exemple. Donc, c'est toute une réflexion assez intense. Chaque localité nous amène dans des éléments assez différents. Avec les Saint-Germain, on était davantage dans l'aspect des transports pour des services, même pour l'épicerie. Comment qu'on peut avoir un réseau de solidarité qui puisse s'installer. Du côté de Baudry, ça a été un peu plus revendicateur sur des éléments. On a reçu beaucoup de promesses à travers le temps. Comment on fait pour les réaliser, ces promesses-là? Particulièrement, encore là, l'enjeu des transports est important, mais les aspects de qualité de vie ressortaient énormément. Du côté du Témiscamingue, ben, c'était la distance. Encore là, l'accès aux services. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus capable d'offrir localement des services?
mais qu'on les offre ailleurs, mais partir de Ville-Marie ou d'ailleurs au Témiscamingue, se rendre à Val-d'Or, se rendre à Amos ou à Rouyn-Noranda, c'est beaucoup, beaucoup de temps. C'est 3h30, 2h30, 3 heures qui peuvent être pris pour un aller seulement. Donc ça l'amène une réflexion qui, je pense que si on a à réfléchir à niveau de notre système, comment qu'on peut s'assurer de maintenir certains services, ce qui est hyper spécialisé, on s'entend, doit être peut-être plus concentré, mais les services de base, il y a un besoin énorme, en tout cas, pour amener ça dans les localités. C'est des éléments que je vous nomme comme ça. Évidemment, pour moi, ça va être important d'en faire un rapport avec des recommandations qui s'adressera au gouvernement, évidemment, et je les nomme pluriel, bien que moi, dans mon rôle, je me concentre sur la scène fédérale, mais je ne pouvais pas aborder la question des aînés puis constamment leur dire « Ah ben ça, c'est pas dans ma cour, ça, c'est pas moi qui s'en occupe, ça, c'est pas moi qui m'en occupe. » Fait que je veux que ça soit utile en espérant que les gens concernés sauront en prendre le pouls puis l'esprit de ce qui va être présenté. Je vise le 1er octobre parce que c'est la Journée mondiale des aînés. D'ici là, poursuivre ces consultations-là. Celle d'Authier-Nord, par exemple, bien, elle est venue de la volonté de quelqu'un qui a participé à celle de Sainte-Germaine puis dit bien, moi, j'aimerais ça en avoir une chez nous parce que j'entends des problématiques, particulièrement avec les proches aidants. Puis je pense que ça serait possible. Puis on était près d'une trentaine tantôt. Qui participent à ces événements-là, ces consultations-là? Est-ce qu'il y a des personnes âgées qui sont sur place? Est-ce que c'est des gens qui travaillent dans les soins de santé? C'est qui tu vois? Le public cible est évidemment les personnes âgées eux-mêmes. Puis, je l'anime d'une façon à pouvoir, c'est quoi vos besoins, c'est quoi les problématiques, comment on peut entrer en piste de solution pour avoir ces réponses-là. Ici, à la gare, ça a été effectivement les groupes qui gravitent autour de ce centre-là qui est absolument fascinant et merveilleux pour offrir des services d'encadrement, une vie sociale, une dynamique. En tout cas, il y a quelque chose qui est vécu. On était, je pense, une quarantaine qui était présent pour cet échange-là, qui était très complémentaire à toute la démarche de l'automne qui avait été fait. Donc, moi, je prends ce rapport-là, mais je prends aussi le fruit de nos discussions. Je pense que les gens ont besoin beaucoup de parler. Dans le contexte de la COVID. Ils ont besoin de parler, excuse-moi de te couper, mais ils ont besoin de parler, puis ils ont besoin d'être écoutés, puis d'être entendus aussi, puis qu'il y ait quelque chose qui se fasse, qu'il y ait des actions qui soient posées par rapport à ça. Puis c'est ça que tu sembles faire aussi. Absolument. Puis c'est le défi de la chose, de vulgariser ça, mais d'amener des recommandations qui soient applicables. Je pense que la question des revenus, c'est facile pour un gouvernement de le faire. Pour ce qui est d'exemple du salaire, s'il y a des aînés qui veulent pouvoir retourner sur le marché du travail. Tu sais, je vous ai parlé de Jean-Guy Couillard que j'avais fait venir au comité de l'industrie pour qu'il vienne nous parler de sa situation d'aîné puis de voir comment le travail, c'est la vie, mais comment aussi c'est décourageant pour un aîné que s'il va travailler, bien, qu'il le fait à coup nul parce qu'il se fait couper sur sa sécurité du revenu ou ailleurs. Exact. Donc, comment qu'on peut augmenter disons, un montant témoin ou enfin, ou d'éliminer des points d'impôt ou peu importe qu'est-ce qui est le facteur qui est l'irritant, qui fait en sorte qu'il nuit au travail d'un aîné. Il faut avoir de la flexibilité. Est-ce que c'est 1, 2, 3 journées par semaine? Est-ce que c'est quelques heures ou davantage? Mais il y a une transmission de la connaissance qui peut se faire par nos aînés qui est absolument fondamentale. Ça, c'est un exemple de choses qu'on a pu parler évidemment ici. Puis je veux rajouter, tu sais, les gens, des aînés ont vécu la COVID en se faisant dire souvent pendant 3 ans, si vous sortez de chez vous, vous allez mourir. Je le caricature à peine, mais ça, c'est profondément ancré. Donc, l'isolement était déjà un enjeu important et il l'est encore plus maintenant à cause de la peur. Donc, comment on peut recréer une dynamique avec nos aînés qui fait en sorte qu'on brise l'isolement, qu'on recrée une vie sociale, qu'on retrouve du plaisir. Ça, pour moi, c'est un enjeu qui est absolument fondamental et il y aura des éléments qu'on aura à proposer pour répondre à ça. Bien, merci. Merci d'être ce porte-parole-là pour les aînés. Mais c'est vraiment touchant. Puis, tu sais, je veux dire, on est aussi les aînés de demain. Il y a tout un enjeu intergénérationnel aussi à créer. Je pense, c'est d'ailleurs la semaine intergénérationnelle au Québec, là. Donc, de pouvoir penser à
à trouver des réponses. Mais pour moi, il y a d'abord et avant tout un enjeu de dignité pour nos aînés, puis il faut être capable d'y répondre. Fait que si moi, ça me donnera en tout cas plus de poids pour pouvoir continuer de revendiquer des moyens pour nos aînés. Si je pense à la pétition que j'avais envoyée l'année passée, on a eu plus de 5000 réponses. Et 5000 réponses, on recevait ça par la poste au bureau. La première semaine, évidemment, bon, les 2 premiers jours, tu fais « Hey, ben Colin, ça a fonctionné, on a réussi, ben parfait, tu sais. » Mais après 2 semaines de recevoir des piles à chaque jour, il y a un besoin là. Là, j'ai senti la détresse. Et ça, j'ai trouvé ça difficile. Plus ça rentrait, plus je trouvais que c'était difficile. Et ce message-là doit être entendu par les gens à Ottawa, évidemment, puis il y a des choses qui doivent changer. Là. Pas juste les 75 ans et plus, dès 65 ans, pour construire une qualité de vie, puis être capable de prévoir ce qui se passe. La prévisibilité est importante aussi. Bien, c'est super. Écoute, moi, j'aurais le goût, au lieu de s'en aller tout de suite dans le congrès du Bloc québécois, on a parlé des personnes âgées, des personnes aînées. Parlons donc des athlètes maintenant. Donc, sont plus jeunes. Alors, continuons donc sur ce sujet-là. Il y a eu une enquête d'abus physiques, psychologiques, sexuels et financiers dans le sport. Tu es en arrière de tout ça, là. Tu essaies de vraiment là, faire sortir, je sais pas, on ouvre-tu la boîte de verre? C'est quoi que tu fais au travers de tout ça? C'est une belle façon de le dire. C'est une belle façon d'ouvrir la boîte de Pandore ou de briser le plafond de verre. Mais peu importe. Ce qu'on constate, c'est tout le chemin parcouru depuis 1 an. Ça va faire 1 an que Rick Westhead a sorti un article sur des faits allégués d'agression sexuelle par des joueurs d'équipe Canada à London en juin 2018. Et à partir de là, moi, ça m'avait évidemment scandalisé, mais ce que je réalisais, c'est que l'histoire tombait un peu dans l'oubli. Donc, moi, c'est quoi que je peux faire comme parlementaire? Évidemment, je peux interpeller la ministre. Je vais lui poser une question en période de questions, puis elle va me dire « ça n'a pas de bon sens, je suis indigné ». Mais ça tombe là. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'acceptais pas. Donc, j'ai proposé une motion qui a été adoptée à l'unanimité pour convoquer les dirigeants de Hockey Canada au comité du patrimoine pour rendre des comptes, pour faire la lumière sur ces faits allégués-là. Puis, en le faisant, bien, d'abord, eux ont pris l'exercice à la légère, avec beaucoup de façon très coquille, très, très arrogante. Mais on s'est rendu compte que c'était une organisation qui avait beaucoup, qui a beaucoup profité d'une culture du silence, de la création de fonds, etc. Et là, on poursuit ça à travers l'année. Il y a eu des études, une étude plus complète au comité du patrimoine sur les conditions des athlètes par rapport à l'abus. Et au comité de la condition féminine et là maintenant du patrimoine. Et ça l'a mené la semaine dernière à une annonce de la ministre dans laquelle elle a pris position pour des changements importants dans le milieu du sport, en commençant par la gouvernance, que ce soit plus nécessairement juste des boys clubs, mais qu'il y ait au moins une zone paritaire, qu'il y ait une présence de la diversité, qu'il puisse y avoir des athlètes aussi qui soient dans les lieux décisionnels. On a questionné par des nombreux témoins, comme je vous dis, ça fait depuis le mois de octobre-novembre par le comité de la condition féminine, puis on est encore dans cette étude-là au patrimoine, qu'on a fait venir des témoins pour différentes situations. Je donne un exemple. Un athlète qui a vécu une situation d'abus par un entraîneur va le dénoncer, mais on aura créé des mécanismes d'un organisme indépendant qui est payé par la fédération. Donc, s'il y a des éléments qui allaient mentionner dans son rapport, d'abord, ces organismes-là décrédibilisaient souvent la victime. C'était déjà difficile de dénoncer ce qui est vécu. En plus, la confrontation de ça amène les gens dans cette culture du silence. S'il y avait le malheur de pouvoir même donner des noms de gens, hey, je ne suis pas tout seul à vivre ça, il a aussi abusé d'autres personnes, mais là arrivaient des ententes de non-divulgation imposées par la Cour parce que ça pourrait nuire à la réputation de quelque chose. Ces patterns-là, ils sont épouvantables. Et c'est des choses qu'on aura réussi dans la dernière année. Puis je veux saluer le travail de mon équipe aussi, mais à dénoncer. Puis la collaboration de l'ensemble des partis dans ces différentes rencontres de comités. Mais là, la ministre a visiblement fait ses devoirs. Elle s'est mise en mode écoute. Ce qu'elle a annoncé aussi même au niveau du droit des athlètes avec un code de conduite. Il y a vraiment des pas importants qui se font. Mais pour moi, l'enjeu central, ça demeure, vous m'avez entendu souvent, une enquête publique et indépendante, de donner le mandat à un juge ou à une personne habilitée de pouvoir entendre ces témoignages-là. Ces témoignages-là doivent être faits dans un endroit où ils vont être sécurisés par leurs témoignages. Ils ne peuvent pas être poursuivis parce qu'ils ont dénoncé un agresseur. Donc, il faut être capable d'offrir un cadre qui soit facilitant, qui soit sécuritaire,
mais on doit avoir des recommandations qui ont pratiquement la force d'une loi. D'abord, tu sais, la ministre Saint-Onge, ce qu'elle a fait, à mon sens, est bien comme annonce. Ça pourrait être fait plus rapidement, mais il y a quand même des pas importants. Mais l'enquête publique indépendante demeure l'élément central pour s'assurer d'aller au fond des choses. Encore une fois, libérer la parole des athlètes, qu'on comprenne, qu'on pose les bons diagnostics parce qu'on aurait été au courant des situations réelles. Et ça devrait être annoncé prochainement par la ministre, selon ce qu'elle s'est engagée aussi la semaine dernière. Intéressant. Je veux savoir, par rapport à cette enquête-là, est-ce que c'est plus dans l'aspect professionnel des athlètes qu'on parle ici ou c'est aussi les amateurs? Bien, c'est sûr que le sport amateur touche et juridiction du Québec. Donc, c'est un défi qui est là, que la ministre a à adresser. À quel niveau on le place? Pour moi, il faut être capable d'être à tous les niveaux du sport. Même qu'on peut avoir cette vision-là de changer l'esprit de la pratique du sport. C'est plus la course à la médaille à tout prix, et le financement d'organismes comme À nous le podium, qui va avoir des sommes importantes. Ça peut être jusqu'à 5 millions, mais pour un athlète, pour s'assurer qu'il atteigne le podium. Mais c'est une pression supplémentaire qui peut aussi amener des situations abusives des différentes organisations. Mais lui a la pression de s'assurer que la relève, ses coéquipiers, ses entraîneurs, les stations d'entraînement puissent être continuées et être financées dans cette discipline. Est-ce que c'est la bonne façon de faire plutôt que d'être généreux dans l'octroi de nos financements pour le sport? Parce que le sport, c'est les saines habitudes de vie, c'est la santé. Et ça, c'est toute une mentalité qui est à changer. S'il y a plus de gens qui pratiquent un sport, qui pratiquent une activité, même ça pourrait être la danse, par exemple, parce qu'elle est accessible, parce qu'il y a des lieux pour le faire, parce qu'il y a des entraîneurs qui ont des formations et autres, plus il y a de gens qui vont le faire, bien, moins ils vont être peut-être dépendants du système de santé. Et plus ils seront nombreux, bien, plus il va y avoir d'athlètes dans une discipline, bien, plus les meilleurs vont ressurgir quand même. C'est ça. Puis qu'on va être allé la chercher, cette médaille d'or-là. Moi, je pense que c'est tout un système qui est à réformer, mais vraiment, moi, j'ai le sentiment depuis quelques semaines qu'il y a un changement majeur qui est en train de s'opérer et qui part de la motion que j'ai faite, puis tout le travail en comité de dénoncer par l'appui des témoins qui viennent nous parler de leur situation, qui ont vécu. Tu sais, ça a été les filles de Soccer Canada qui ont été très courageuses. On en a eu en gymnastique, en escrime, en boxe. Tu sais, ça a été des témoignages très, très poignants, là. Mais en bout de ligne, en ce moment, j'ai le sentiment que c'est en train de faire bouger les choses. Est-ce que tu es le seul à avoir sorti cette nouvelle-là ou il y en a d'autres qui t'appuient là-dedans? Ah bien, c'est un travail d'équipe. Je veux vraiment souligner que ça s'est fait en collaboration de l'ensemble des parties. Mais en même temps, moi, je n'ai pas accepté quand ça ne bougeait plus. Et le défi du sport, c'est qu'il n'y a pas de comité parlementaire propre au sport. Donc, faire vivre cet enjeu-là, fallait être créatif. Fallait être créatif. Comme je vous dis, on est passé par la condition féminine, le comité de la condition féminine, donc parler de la situation des athlètes. Après ça, quand il y a eu un peu plus de temps au patrimoine, on est revenu sur la gestion des organisations, mais tout ça sert à pouvoir nous assurer de poser les bons diagnostics à travers les personnes. Non, il y a un travail de fond assez incroyable qui a été fait. Moi, je me retrouve à être aussi le porte-parole de ce travail-là, mais il y a un travail d'équipe qui est fait, puis évidemment de réseautage. Puis je vous dirais même qu'un des défis supplémentaires qu'on avait, c'est que c'est vécu davantage du côté anglophone que francophone. Ben oui. Donc, parce que au Québec, il y a des initiatives comme SportAid et autres qui ont été prises en charge. Tu sais, je peux prendre l'exemple de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'aime mieux avoir des réactions comme celle-là, dans lesquelles on s'entend les situations d'abus, particulièrement dans les initiations, c'est extrêmement choquant. Mais les nôtres, on va poser des diagnostics dans le reste du Canada. On dirait qu'il n'y a pas de suite qui est donnée, puis c'est confortable pour tout le monde. Et ça, moi, c'est choquant. J'ai pas vu la Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest s'indigner par rapport aux poursuites qu'ils ont eues. Nous, le commissaire Courteau a réagi, a même démissionné sur cet enjeu-là. Mais c'est deux façons complètes de voir la différence. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas lâcher parce qu'en bout de ligne, c'est des vies humaines qui peuvent se retrouver brisées par l'impact de gens qui abusent, comme d'entrée de jeu, comme tu disais. Ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau psychologique, évidemment, au niveau sexuel, au niveau financier. Juste l'accès à une compétition peut faire toute la différence dans la vie d'un athlète et les conséquences sont à long terme. Ça prend des ressources, ça prend un meilleur encadrement, mais il faut être conscient des situations d'abus pour pouvoir agir, les dénoncer, puis qu'il y ait des chiens de garde qui sont capables de les prévenir également. C'est tout ça qu'on est en train d'opérer comme changement, puis ça, c'est un changement de société, là, en quelque part. Absolument. Là, et le sport est symbolique
de l'ensemble du reste de la société. Oui, c'est sûr. Je reprends, mettons, puis je ne veux pas prendre trop de temps sur cet enjeu-là, mais quand on revient cet été, si tout le scandale de Hockey Canada a réussi à mettre un doute dans la tête d'un garçon qui poserait un geste indigne un soir en disant hey, peut-être que je pourrais me faire pogner. J'ai plus ce safe space-là de l'équipe, de la presse, parce que je suis un joueur populaire, etc. Non, c'est possible qu'il y ait une dénonciation, puis c'est possible que je suis peut-être mieux de ne pas le faire. Mettons que juste ça peut sauver aussi des Il va vies penser aux conséquences avant d'agir vers quelque chose qui peut... Et ça, le mouvement MeToo, les deux mouvements MeToo, se sont peut-être pas rendus dans la tête de cet individu-là qui se sentait intouchable. Ouais. Et là, on rentre dans les vestiaires progressivement. Je trouve ça encourageant pour la suite des choses. Merveilleux. Passons à un autre sujet, parce que tu as beaucoup de sujets. Hey, écoute, il nous reste juste 2 minutes, ça n'a pas de bon sens. Non. Bon, regarde, on va revenir. Oui, mais on continue. Continuons. Hein? On continue. Mon régisseur, là, on continue. Tu m'as entendu? Merci, Glenn. Je prends le contrôle. Là, j'aimerais que tu me parles. Bien, là, ça va être plus positif. Il y a eu un événement hier qui parlait du tourisme au Québec, de l'attractivité, d'une campagne promotionnelle. Oui. Tu étais à cet événement-là, justement. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux nous parler par rapport à ça? Bien, moi, je veux le promouvoir parce que, d'abord, je trouve que j'ai aimé ce que j'ai vu là. Je trouvais que c'était même de calibre de À bras ouverts, qui est une campagne qui avait été très marquante dans la région, auquel nous, Témiscabitibiens, on s'est reconnus. Donc, on ouvre nos bras aux gens qui veulent venir nous voir comme région chaleureuse, accueillante. La nouvelle thématique, c'est à ton rythme ou à votre rythme. Oui. Donc, dépendamment, est-ce qu'on s'adresse à des groupes, est-ce qu'on s'adresse à un individu, est-ce qu'on s'adresse à un couple, est-ce qu'on s'adresse à des personnes âgées. Donc, mais je trouve que la réflexion, elle est sublime parce que c'est dire que dans la région, on peut tout faire, ça je l'ai toujours cru, tout vivre au niveau touristique, mais selon le rythme des individus. Donc, c'est de mettre en valeur nos paysages paisibles, ça peut être de faire du paddleboard, etc. Mais ça peut être aussi un rythme un peu plus effréné, comme tout ce qui est vécu par nos festivals, par exemple, et l'énergie que ça a des courses de camions et autres. Mais c'est aussi de pouvoir vivre le rythme de la culture autochtone avec Anissibi, qui est là, qui a été renforcé encore cette année et dans une promotion, en tout cas, qui donne vraiment le goût de vivre l'ensemble du parcours, qui a une valeur ajoutée au refuge Pajot, évidemment, à travers la communauté Abitibi-Winnie-Apikogan. Donc, tout ce maillage-là qui se crée dans notre industrie touristique, dans un contexte d'inflation, bien, Colin, on a une alternative si on veut décrocher, si on veut voyager. Puis cette alternative-là, bien, c'est la proximité, c'est chez nous. Le Témiscamingue, c'est magnifique. Il y a des grands espaces, des grands étendues. Puis il y a tellement de gens qui sont prêts à faire vivre des expériences hors du commun selon les passions des gens. Donc, redécouvrir notre région, en tout cas, mais par la thématique à ton rythme ou à votre rythme, je trouve que c'est un coup de génie. Et surtout, après une pandémie, il me semble que ça fait du sens. Là, tu n'as plus le goût d'être stressé. Là. Puis si tu as le goût d'être stressé, bien, tu y vas à ton rythme avec ton stress que toi, tu veux avoir, à faire toutes sortes d'activités. Mais tu sais, il me semble que là, c'est comme un choix qui t'est pas imposé. C'est pas quelque chose qui t'est imposé, c'est ton choix. Puis bon, et tu décides du rythme que tu vas y apporter dans ce choix de vacances-là. Qu'est-ce que tu penses de la campagne promotionnelle qui va être 30 % dans la région du Québec, 60 % dans le nord de l'Ontario, 10 % en région? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien, c'est nos réseaux de proximité. Hein? Tu sais, j'ai vécu avec mon garçon un tournoi de hockey à Timmins. C'est à 2h30 de Rouyn-Noranda, ici à 3h30 d'ici. Il y a un partage, une réalité qui peut se retrouver, mais en même temps, c'est deux cultures qu'on connaît moins bien. Donc, pourquoi pas viser ce partage-là? Parce que, tu sais, combien de fois on a entendu, toi qui es natif de la région, par exemple, moi j'ai entendu ça des centaines de fois. Ah, tu viens de l'Abitibi, hey, moi je suis allé partout au Québec, mais je ne suis pas allé en Abitibi-Témiscamingue. Exact. Ben, rendu là, moi je suis à un stade dans lequel je me dis, ben, c'est toi le pire.
Si t'as pas cette brise, si tu veux t'arrêter sur parce qu'on dit que mouche, etc., puis tu trouves ça loin, ben c'est toi le pire. Tu n'auras pas la chance de vivre ce qu'on a à offrir, puis t'es niaiseux de te priver de ça. Mais fait qu'en ce sens-là, d'élargir les bassins de population, ben c'est toujours gagnant de le faire. Donc pourquoi pas? Puis surtout dans le contexte où nos vols d'avion sont plus très fiables en région, ben on va avoir à miser peut-être sur la proximité davantage. Bravo pour ça. Je veux rajouter un point par rapport à ça, parce qu'évidemment, j'ai été interpellé beaucoup sur Emploi Été Canada. Et dès le départ, on a voulu dénoncer qu'il y a une coupure importante dans les budgets. Puis dans le concret, là, c'est près d'une centaine de jobs de moins dans la région qu'il va y avoir parce que, bon, il y avait un bonus dans le contexte de la COVID. Excuse-moi, est-ce que tu parles justement pour l'été? Oui. Les jobs d'été, là? Parce que ça touche beaucoup le secteur touristique. Il y avait beaucoup de demandes. Puis même si moi, j'ai voulu prioriser ça, reste que quand on coupe une centaine de postes par les allocations, ben ça aura un impact. Donc, je veux vraiment témoigner ma solidarité à tous les organismes touristiques qui auraient aimé peut-être avoir plus de ressources ou même avoir une ressource puis qui ont été refusées. Je suis très choqué de ça. Je pense qu'on a démontré à quel point ce programme-là était nécessaire et utile, qui répondait à un besoin local, tant dans les milieux ruraux qu'urbains, tant dans les OBNL que dans les municipalités, les villages, pour donner un coup de main pour la tonte de gazon, l'animation de camps de jour, etc. C'est tellement varié, puis ça permet à des jeunes de pouvoir rester chez eux, vivre des expériences de travail, mais en coupant de cette façon-là, parce que, bon, on ne renouvelle pas le financement, le bonus COVID, mais en même temps, on n'a jamais indexé le programme. Le coût de la vie a augmenté, c'est 13 on augmente le budget d'après 2 mais le salaire minimum, lui, a passé augmenté de 3 $ de l'heure. Donc, on finance beaucoup moins de jobs avec la même enveloppe budgétaire. Ça serait si simple, parce que dans un budget de gouvernement, c'est pas ça qui fait un impact dans un déficit, la grosseur d'un déficit, mais dans une communauté, ça peut faire toute la différence. Donc, je veux vraiment lever mon chapeau à l'industrie touristique locale, régionale, pour ça, puis qui devront peut-être cette année composer avec le petit tape dans le dos qui aurait pu faire une différence. En tout cas, on va continuer de revendiquer puis de dénoncer ce qui s'est passé cette année. Excellent. Maintenant, tu veux parler du congrès du Bloc québécois. Bien, je veux en parler parce que moi, c'est important de témoigner qu'est-ce qu'on a vécu. Évidemment, si je suis élu, c'est que ça vient avec des valeurs qui sont évidemment les miennes. C'est pour ça que je suis du côté du Bloc québécois, mais un programme aussi politique. Donc, c'est ce qu'on est allé discuter. Un congrès, ça se passe dans tous les formations politiques, généralement aux 4 ans. Okay. Donc, c'est un moment très, très important. C'est notamment là où il y a un vote de confiance pour le chef. Moi, j'ai vécu par le passé un certain traumatisme quand j'étais au Congrès du Parti québécois que Bernard Landry a démissionné parce qu'il n'y a pas eu le niveau de confiance nécessaire de la part des militants. Et sincèrement, depuis ce moment-là, l'effervescence que je sentais dans le mouvement souverainiste, ça l'a affecté. C'est sûr qu'il y a eu un peu de vie au moment du gouvernement de Mme Marois, mais en même temps, depuis 20 ans, l'énergie qu'il y avait en fin de semaine, on était du côté de Drummondville, ça faisait longtemps. La confiance dans l'option souverainiste, même si on prend la Century Initiative, l'initiative du siècle, vous avez entendu parler que le gouvernement, par une firme de relations publiques ou de conseil qui est McKinsey, veut recommander 100 millions de population au Canada en 2100. Donc, dans moins de 80 ans, on ferait plus que doubler la population et ça passerait par l'immigration, sans tenir compte de la capacité d'accueil. On est déjà en pénurie de logement, sans tenir compte de l'impact sur la langue française. Si on fait venir des gens de partout dans le monde puis qui habitent nos territoires, bien, si on n'est pas capable de les intégrer à une même culture, offrir des services de qualité, bien, je ne vois pas l'intérêt de pouvoir le faire. Donc, soit qu'on se fait assimiler par le nombre, soit qu'on perd notre poids politique au Québec si on se dit « Non, nous, on va demeurer un peu plus restreint ». Parce que l'enjeu, c'est de bien accueillir le monde, je le redis, de bien créer ce vivre ensemble. Oui, mais l'autre option, à un moment donné, ça va devenir l'indépendance. Mais ça, d'affirmer ça, il n'y a pas si longtemps, bien,
les gens auraient souri parce qu'ils me disent « Bon, c'est bien, toi, t'es souverainiste, t'es de même, tu sais. » Mais là, ça a un écho. Là, on sent que cette option-là est crédible. Et c'est pas juste dans l'enjeu de l'immigration, d'avoir 100% de l'immigration, mais aussi de créer ce vivre ensemble-là. C'est vrai aussi dans les transferts en santé, comme j'en parlais tantôt, quand on voit le fédéral qui projette dans une trentaine d'années de ne plus avoir de dette, mais que les provinces, probablement, vont être en faillite à ce moment-là. C'est de démontrer l'ampleur du déséquilibre. Et si on laisse à d'autres prendre des décisions, ça a un impact pour nous-mêmes. Mais dans un congrès, on a la chance d'amener des propositions. Nous, en Abitibi-Témiscamingue, on a proposé particulièrement au niveau de l'agriculture. C'est un dada qui est personnel pour moi, des solutions sur l'agriculture de proximité, des circuits courts, valoriser ces chaînes-là, de pouvoir avoir des propositions au niveau des terres en friche, des terres dévalorisées, comment on peut les remettre en agriculture. Oui. Il y a beaucoup de subventions pour la plantation d'arbres, ce qui est très bien, dans la lutte contre les changements climatiques, l'empreinte carbone, mais en même temps, pour moi, le fait d'avoir se rendre accessible des mêmes montants pour remettre une terre en friche vers l'agriculture, qui pourrait être aussi mise en valeur pour la relève agricole, qui pourrait être accessible, c'est absolument nécessaire, mais les fonds ne sont pas disponibles en ce moment. Donc, c'est vraiment un enjeu sur lequel on continue de pousser, on s'alimente beaucoup comme équipe, on a fait nos recherches, on consulte beaucoup. J'ai évidemment la vision d'un carrefour agroalimentaire qu'on a pu partager avec ça. Mes collègues d'Abitibi-Bidjan-Nunavik-Qiu avaient notamment une proposition sur la spéculation des terres, donc l'importance de demeurer propriétaire, que ce ne soit pas des entreprises, exemple, chinoises ou des propriétaires chinois qui n'ont pas intérêt à développer notre agriculture comme nous, ou même l'enjeu. Mais ça se passait beaucoup au Témiscamingue, entre autres, ça là. Par rapport à la Chine, effectivement, c'est arrivé il y a quelques années, mais si on prend la situation des claims miniers, c'est une situation qui est encore très présente et qui va nuire à notre développement économique. Donc, on est allé dans à peu près toutes les directions possibles, beaucoup de propositions au niveau de la décentralisation des services. On a parlé de la question de l'immigration, du vivre ensemble. Donc, ça a été une fin de semaine très riche. Dans lequel, je pense que... moi, ça me redonne évidemment de l'énergie de me dire, comme dirait François Gendron, qu'on est ces bons picots, puis qu'on s'appuie aussi sur notre monde. Fait qu'on avait une belle délégation de Rouyn-Noranda, on était 6, 3 jeunes de 18-20 ans, puis mon président Gérard qui approche les 70, puis Ginette aussi qui est là depuis 20 ans autour de l'exécutif. Donc vraiment une belle gang, puis je pense que ça a bien profité d'aller voir les gens puis de se dire qu'on n'est pas là pour rien puis que la cause qu'on porte est importante puis elle est partagée par des gens. Bien, c'est merveilleux. C'est merveilleux que tu nous en parles parce que des événements comme ça, le commun des mortels n'est pas nécessairement au courant de « OK, ils ont un événement, mais ça vient de finir là », mais que vous parliez des enjeux, que vous mettiez sur la table des solutions à mettre sur pied des plans d'action, puis etc., bien, c'est intéressant de voir qu'il y a des partis que ça bouge. Ouais. Ça bouge, puis qui veulent faire en sorte que le monde le sache comme toi. Toi, tu apportes ces informations-là. Tu bouges beaucoup dans le domaine. Tu sais, on te voit assez partout. J'essaye, mais moi, quand je prends position publiquement, c'est sûr que j'ai mes initiatives. J'ai des choses qui me tiennent à cœur, puis je discute avec les gens, tu sais. Mais en même temps, je m'appuie aussi sur une plateforme politique. Et c'est ça qu'on a discuté en ce moment. C'est les promesses des politiciens, ça s'appuie sur des documents comme ça, qui s'appuient, en tout cas dans le contexte du Bloc québécois. C'est la même chose au Parti québécois, à Québec solidaire. Peut-être un peu moins dans les partis un peu plus de droite. Mais quand même, il y a cet esprit-là d'avoir une plateforme commune. Donc, quand les politiciens prennent des engagements, c'est basé sur leur monde aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ça amène un débat d'idées. Moi, je trouve ça sain, des débats en démocratie. Je trouve ça sain, des débats qui vont pouvoir même dire « Hey, la proposition que tu as faite, je comprends ton intention, mais de la façon dont tu l'as écrite, ça peut créer de l'exclusion. Ça ne contribue pas au vivre ensemble, à cette société d'accueil-là, parce que finalement, il y a peut-être quelque chose que tu ne voulais pas dire. Donc, on va la rejeter. Puis on va garder une façon d'écrire. C'est quoi l'idée que tu avais, puis de la réécrire. Puis c'est ça le travail qui a été fait, d'abord en circonscription, parce que ça vient de là, mais aussi au niveau national. Parce que, tu sais, si on parle d'immigration, on les séduit, on les amène ici, mais au niveau de la rétention, tu sais, il y a un pourcentage qui part, là. Ils sont venus vivre leur X nombre d'années, puis après ça,
ils partent vers d'autres milieux, peut-être plus intéressants à explorer pour eux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour justement les retenir ici? Là, encore là, il faut les séduire à les garder. Tu as là un enjeu énorme qui pourra faire l'enjeu. L'objet peut-être une prochaine émission c'est ça, oui. au complet. Mais oui, c'est une réalité sur laquelle il faut agir, la rétention. On a des belles campagnes pour attirer les gens, mais après ça, comment on peut s'assurer de donner les conditions gagnantes? Tu sais, je veux dire, ce qui se fait au niveau des infirmières, par exemple, c'est extraordinaire, les initiatives qui sont faites, particulièrement ici à Amos. La communauté s'est mobilisée de rendre des logements disponibles, d'équiper ces logements-là pour qu'on crée cet effet wow-là. Mais il faut que ça soit à long terme. Donc, ça veut dire qu'il y a des activités de loisirs qui doivent être créées, de créer des dynamiques sociales pour les gens, trouver un sens à cette nouvelle communauté d'accueil-là. Puis je pense que ça peut être une de nos forces en région. Exact, parce que si on regarde ça, excuse-moi de t'avoir coupé, mais si on regarde, on est des passionnés, là c'est parti, là. Mais si on regarde le côté à Montréal, Laval, Rive-Sud, etc., bien, pourquoi que l'immigration est beaucoup plus forte là? C'est parce que chacun a leur communauté très présente et celui qui arrive ici s'en va dans cette communauté-là parce qu'il veut s'intégrer, il va s'intégrer beaucoup plus rapidement. Tandis que venir en région, quand la communauté n'est pas nécessairement là, ta communauté, là, tu sais, celle qui est toi, là, mais elle se crée, cette communauté-là, tu sais, puis je me permets de prendre l'exemple dont tu as participé pour médiater, Glenn, du défilé africain. Il y a quelques semaines ici à Amos, tu sais. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens d'Amos, particulièrement qui venaient d'Afrique, du Cameroun et d'ailleurs, et qui créent une communauté d'accueil, d'appartenance. Mais c'est comme nouveau, ça. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a des communautés qui se créent, là. Oui, bien, tout à fait. Puis il faut être capable d'encourager ça, puis de pouvoir donner des moyens à ces communautés-là de s'organiser. Il y a des organismes comme la Mosaïque en région qui va créer ce vivre ensemble-là, qui va revendiquer davantage de droits. Puis là, ben, j'amène sur d'autres éléments. En région, quand on parle de l'enjeu de l'immigration, c'est quoi les services qu'on offre au niveau des entreprises ou au niveau des individus? Bien, c'est limité par Service Canada. Moi, j'aimerais ça qu'on ait ces services-là en personne, qu'on comprenne c'est quoi. Ça fait longtemps, j'en parle, ça fait longtemps qu'Ottawa sait, j'ai envoyé des lettres à la ministre pour ça, puis on va revenir à la charge parce qu'il faut que ça puisse se faire. Un examen médical pour un nouvel arrivant qui va valider ces données biométriques ne peut pas être faite sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'il n'y a personne qui a cette capacité-là de le faire parce que c'est une lourdeur administrative et autres, mais il faut trouver quelqu'un qui puisse offrir ces services-là pour faire. Sinon, ben, c'est de se rendre à Gatineau ou à Montréal ou autre dans une clinique privée à grands frais, plus prendre 1, 2 ou 3 jours même de vacances parce que si tu fais une prise de sang, tu reviens le lendemain pour valider un test. C'est l'aller puis le retour, ça fait 3 jours. Gros déplacement. Plus l'hôtel, plus la nourriture, plus les autres membres de la famille, plus les enfants. C'est extrêmement complexe. Il faut avoir ce service-là en région. Ça, moi, je ne m'arrêterai pas, évidemment, tant qu'on n'aura pas un pas important de ce côté-là, des services de proximité, juste comme les passeports. Qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de se rendre à Gatineau ou à Montréal pour pouvoir avoir accès à un service d'urgence quand des fois c'est nécessaire? Ça me questionne. Moi, je me questionne et je reviens sur le fait que dans les années 20, ça se créait ici. Là. Les régions, du moins, on va parler de la région de l'Abitibi, se créaient. Les prospecteurs de terrain donnaient, le gouvernement donnait une terre. Va-t'en en Abitibi, je te donne une terre. Donc, en quelque sorte, c'était pour peupler un autre endroit au Québec. Aujourd'hui, on dirait que c'est la décentralisation. On veut ramener le monde plus près de Montréal, là. Tu sais? Ben, je vais me permettre d'être optimiste. Je vais me permettre d'être optimiste là-dessus. C'est sûr que moi, bon, tant du côté Lemire par le Témiscamingue que du côté Trudel par Amos, on a fait partie de cet essor de colonisation-là. Mais effectivement, l'enjeu de l'occupation du territoire est quelque chose de fondamental. Il y a la réflexion, mais moi, ces éléments-là, je les trouve quand même cycliques. T'sais. On sent qu'en ce moment, les gens veulent retrouver un sentiment d'appartenance locale. Il y a une soif de décentralisation. Quand on regarde les revendications qui sont faites au niveau municipal, par exemple, d'avoir davantage de pouvoir pour agir au niveau de notre développement local. Un élu comme Sébastien Dastou en est un excellent exemple de comment ça peut s'opérer. Mais pour ça, ça prend des pouvoirs, ça prend des moyens de pouvoir le faire. Ça
prend des lieux aussi d'échange et de discussion. Mais déjà, ça fait partie du discours. Est-ce que ce discours-là a été porté par le gouvernement libéral? Non, ils ont aboli les CRE, c'est un geste qui a été catastrophique. Ils ont reconnu quand même que ça a été une erreur, mais ça a eu des conséquences. J'aurais des attentes face, évidemment, aux différents gouvernements qui décentralisent davantage de lieux de décision, mais ça fait partie de la solution. Ce matin, à Authier, ça a été nommé plusieurs fois. Est-ce qu'on peut retrouver nos postes de CLSC dans nos villages de proximité? En ruralité, c'est ça? Moi, tu sais, l'occupation du territoire, c'est fondamental. Ne pas occuper notre territoire, ça a aussi un coût. Si on occupe notre territoire, si on donne accès à des services, évidemment, à des services de base, puis Internet haute vitesse, maintenant, c'en est un, le réseau cellulaire, etc., ça fait en sorte que les entreprises peuvent s'installer. Mais on voit à travers la COVID une certaine retour dans les régions, notre sol migratoire et somme toute plus négatif. Il est plus comme on perdait des milliers de personnes un peu à chaque année. Là, on n'en est plus là. Faut se réjouir quand même de ça. L'attrait à la qualité de vie en région. Moi-même, je suis resté 13 ans à Montréal pour différentes raisons, l'emploi, la famille, etc. Mais je suis revenu en région. Tu en es un exemple aussi, Guylaine. Cette qualité de vie existe en région et elle est de plus en plus prisée. Puis si on pense dans les 50 prochaines années, les déréglementations climatiques, c'est une catastrophe. Mais on est un des endroits les plus sécuritaires au monde pour ça. La qualité de vie qu'on a, si le climat réchauffe un peu, on s'en plaindra peut-être pas tant que ça, mais ça va avoir un impact sur la qualité de nos terres agricoles. Notre saison agricole va pouvoir demeurer. On est au milieu du bouclier canadien, donc dans un endroit très stable. On n'aura pas tous les tsunamis ou les tremblements de terre, etc. On est une région qui a un certain équilibre. Et ça, moi, je pense que ça va être prisé. Et à un moment donné, il y a des limites à passer du temps dans le trafic et autres. Déjà qu'on a ouvert la porte au télétravail, de façon importante dans notre société, bien ça peut venir avec la qualité de vie qu'offrent les régions. Donc, je suis quand même assez optimiste que les décisions doivent être prises. Mais c'est sûr que ça va prendre peut-être des gens au pouvoir qui sont davantage issus d'un milieu régional rural que de la région de Toronto ou de Montréal. Effectivement. Écoute, le temps passe tellement vite. On est déjà dit, sur la fin. Je me souciais pas du temps, là. Fait que je réponds. Oui, mais là, on arrive à 1 heure déjà. Fait que donc, on va aller au dernier point que tu aimerais parler. L'activité des élus qui va avoir lieu à partir de ce soir, puis ça continue demain. Parle-nous un peu brièvement de ça. Bien, tout à fait. C'est ce qui m'amène aussi à Amos en ce moment. Je trouve ça intéressant. On parlait de dynamique régionale, l'importance de se parler, de se voir. Bien, les élus de la région des différents paliers politiques sont conviés par la table des préfets d'Abitibi-Témiscamingue, qui est présidé par Sébastien Dastou. Et ces grands rendez-vous-là régionaux sont une occasion de réfléchir justement à différents enjeux, de se parler, de se voir. Puis ça, pour moi, ça arrive trop peu souvent parce que c'est des moments qui sont importants de pouvoir voir, parce qu'on est plusieurs à avoir des types de problématiques différentes. Moi, j'en entends évidemment du côté fédéral, mais on rencontre des citoyens qui, eux, ne sont pas nécessairement tous conscients de qui doit agir selon qui a la responsabilité ou la compétence. Mais c'est pas tant aux citoyens. Oui, il peut faire ses devoirs citoyens, là, mais c'est à nous collectivement de trouver ces pistes de solutions, puis sans faire sentir aux citoyens qui doit aller « Ah, ben non, c'est pas dans ma cour, regarde, va voir l'autre. » Non, non, est-ce qu'on peut s'accompagner davantage, puis offrir une vision commune comme région? Bien, ça sera une occasion de le faire avec différents ateliers, conférences, témoignages, remises de prix et autres. Fait que non, j'ai bien hâte de pouvoir me retrouver. C'est ça, de revoir mon monde, c'est une expression consacrée, mais là, dans un contexte d'élu, je pense que ça va être particulier avec un regard qui est nécessaire pour poser les gestes dont on va voir. T'sais. Puis la table des préfets avec différents élus de la région sont allés du côté de Québec il n'y a pas si longtemps pour revendiquer peut-être davantage de services de proximité et de résultats dans notre région, surtout dans le contexte qu'on n'a plus de ministre régional qui vient de la région. Je salue cette démarche-là. Puis comme j'en ai parlé à plusieurs qui ont participé, dont Sébastien Dastou, bien moi, ça me ferait plaisir d'en organiser une rencontre semblable du côté d'Ottawa. Ça avait déjà été fait il y a plusieurs années, de rencontrer. Moi, j'ai parlé des problématiques régionales par des lettres aux différents ministres concernés. Mais effectivement, si je n'ai pas le sentiment que ça bouge assez vite, bien, d'organiser une délégation qui va pouvoir prendre ce temps-là, puis de le nommer, ce qu'on a mis sur papier, bien, de le nommer verbalement pour s'assurer de rendre nos élus imputables. Bien, je pense que ça va être peut-être nécessaire, en tout cas.
Intéressant, c'est à suivre. Ouais. Et probablement, tu vas pouvoir nous en parler la prochaine fois. Ben là, aussi, à court terme, revécu. je verrai, tu sais, parce que bon, là, on Mais finit. je parle de ce week-end, là. Oui, ce soir et demain, tu pourras nous en reparler. Tout à fait. Mais la meilleure personne sera probablement Sébastien Dastou lui-même, auquel je pense que vous avez accès. Effectivement. Là, écoute, moi, j'ai le goût de parler d'un dernier point. Pour terminer là-dessus, tout l'aspect biologique. Oui. Donc, tu as revendiqué quelque chose par rapport à ça. Peux-tu nous parler un peu? J'ai pas mes documents avec moi, là, mais... Ce à quoi tu fais référence, c'est le communiqué qu'on a sorti par rapport aux OGM. C'est ça. Et comme de quoi le Bloc québécois a mis beaucoup de pression, puis je salue mon collègue Yves Perron là-dessus, qui est notre responsable au niveau de l'agriculture. Comment on peut s'assurer d'avoir la traçabilité des produits qu'on consomme? Et ça, pour moi, c'est nécessaire. Ce n'est pas de se positionner contre les producteurs qui utilisent des OGM parce qu'il peut y avoir des avantages à ça. On en a dans la région, des produits transformés, puis ça améliore certains types de production. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui veut être consommé des OGM. Puis il y a une très grande place au bio qu'on doit avoir. Puis même que c'est une des richesses de la région, c'est qu'il y a des terres qui n'ont jamais été touchées par aucun pesticide. Donc, est-ce qu'on peut maintenir ce volet-là bio, donc donner des moyens à pouvoir le faire? Mais un des enjeux pour moi qui est important, c'est la traçabilité. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'on mange? Est-ce qu'on peut savoir que si on consomme des OGM, puis particulièrement dans des produits qui sont particulièrement, donc la trace génomique de ça, en être davantage au courant? Puis je pense que le consommateur, s'il était davantage au courant de ce qu'il mangeait, bien, peut-être qu'il ferait des choix différents. Et sans vouloir nécessairement dire qu'un est meilleur que l'autre, je pense que s'il y aurait davantage de gens qui pourraient consommer des produits plus frais, plus naturels, bien, probablement que ça ferait en sorte que les réseaux de distribution seraient plus importants. On en vendrait plus, on pourrait offrir des meilleurs prix, tu sais. Plutôt que d'être dans la surconsommation dans certains cas, puis d'alimenter avec des OGM. Il y a cette réflexion-là. Mais l'enjeu de la traçabilité, pour moi, est importante. Puis de s'assurer qu'on ne donne pas, entre guillemets, une free ride à ces grandes compagnies-là, souvent des multinationales, qui veulent juste produire massivement sans tenir compte de l'impact que ça peut avoir sur une terre, sur un territoire et sur la qualité du produit, essentiellement. On est content que notre tomate ne pourrisse pas après 2 jours. Bon, c'est un peu plus une tomate, évidemment, mais en même temps, à quel prix que ça se fait, il faut être capable d'avoir cette trace-là. On a passé au travers. Merci tellement, Sébastien. Vraiment, tu soulèves des points extraordinaires que le commun des mortels là, se pose des questions, puis il se passe jamais rien, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'action qui est prise. Il y a toutes sortes de choses qu'on entend par rapport à ça. Mais là, tu nous amènes des revendications que tu fais en prise d'action. Puis ça, c'est très apprécié. C'est comme une discussion de salon, hein? Mais c'est ça, un peu mon contexte, ma vie. Puis là, ben, on termine à Ottawa probablement la session au plus tard le 23 juin. C'est sûr que moi, bon, faire atterrir l'enjeu des sports est quelque chose d'important. Puis aussi, ce qu'on s'occupe à l'industrie, il y a différents projets de loi. Cet été, ben, je veux évidemment prendre un peu de temps de vacances de famille, ça va être nécessaire, mais bien, aussi de pouvoir passer du temps dans les différents festivals de la région, de pouvoir faire le tour, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Si les gens ont des suggestions, on n'est pas dur à rejoindre, hein, nos coordonnées, tant pour offrir des possibilités, mais aussi si les gens ont besoin au niveau des services par rapport à l'assurance emploi. Moi, quand je me fais dire « j'ai posé, appelé », mais ça fait 3 mois que je n'ai pas eu une réponse, appelez-nous, parce que nous, on est capable des fois de voir quelle démarche que vous avez remplie. Est-ce qu'il y a eu une erreur là-dedans? Puis est-ce que le délai s'explique par ça? Est-ce que le dossier a été oublié? Est-ce que, tu sais, si les délais sont respectés, on ne peut pas rien faire. Mais si les délais sont dépassés, on peut agir. Donc, numéro de téléphone 1-800-567-6433, c'est un numéro 800. Sinon, par le site internet lemire.info, lemire.info. Il y a un formulaire qui est là sur le site Internet, puis on peut vous rappeler très rapidement, puis d'amener avec vous des pistes de solutions. On est là pour ça. Ça ne donne rien des fois d'attendre puis d'être fâché après un service qui n'arrive pas. Si on peut aider à accélérer les choses, on va le faire. Merci. Bonnes vacances à toi. On n'est pas là encore. Je ne suis pas là encore. C'était proche, là. Mais je suis pas là encore. Il reste encore un bon mois. Merci, Guylaine. Merci à toi. Alors, merci à vous tous. J'espère que vous avez vraiment apprécié presque 1 heure aujourd'hui. Mais on ne l'avait pas vu, ça faisait longtemps.
Fait qu'il y avait beaucoup de choses à dire, puis il y avait beaucoup de choses que moi, je voulais parler. J'ai manqué un aussi. mois. On vient de le rattraper. On vient de le rattraper. Non, mais tu sais, c'est quand même 60 jours. Mais on se retrouvera le mois prochain parce que je pense qu'il y a un bilan qui va être important à faire davantage. C'est un rendez-vous, vous avez compris. Rendez-vous le mois prochain avec Sébastien Lemire, votre député